Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. C'est Khadija Faraj. On va aborder aujourd'hui un cours de la série des cours d'ORL, d'accord. C'est le cours cancer de l'amygdale, d'accord. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Et vous trouverez le lien de mon Instagram et de mon page médicale dans la boîte d'infos. C'est parti. Alors, c'est un cours qui est assez simple à comprendre. Ça vous fait gagner quelques points en QCM et dans l'examen si il tombe dans les QCM. Sinon, c'est un cours qui est assez simple, d'accord. On va baser sur les bases de ce cours, les informations les plus importantes à citer. Et voilà, c'est parti. Alors, comme petit rappel, on a un groupe des cancers qu'on appelle les cancers des voies aérodigestives supérieures. Donc ça comprend, ces types de cancers sont répartis en 3 groupes. Donc le premier groupe, c'est le groupe des cancers qui vont toucher toute la cavité buccale, donc toutes les structures qui vont toucher la cavité buccale. L'oropharynx et l'hypopharynx et le larynx, ça c'est le premier groupe, d'accord. Pourquoi on l'a séparé en groupes? Parce que les facteurs de risque changent en fonction des groupes, d'accord. Les facteurs de risque généralement changent en fonction du groupe. Donc on va l'appeler le groupe numéro 1, c'est le groupe des cancers qui vont toucher toutes les structures qui composent la cavité buccale, ou bien l'oropharynx, ou bien l'hypopharynx, ou bien le larynx, d'accord. Là, le premier groupe, le type de cancer le plus fréquent, c'est le carcinome épidermoïde. D'accord. C'est le carcinome, c'est-à-dire les proliférations malignes qui se développent à partir d'un épithélium qui rassemble à l'épithélium cutané. Et bien sûr, les facteurs de risque de ce premier groupe, c'est bien sûr le tabac, l'alcool, l'HPV, c'est-à-dire le papillomavirus, human papillomavirus, et mal hygiène bucco-dentaire, mauvaise hygiène bucco-dentaire. Donc là, c'est le groupe numéro 1. Retenez ça très bien. Et bien sûr, le cancer de l'amygdale, ça fait partie, retenez bien, ça fait partie des groupes, et ça fait partie des cancers qui touchent l'oropharynx. Parce que les amygdales se trouvent au niveau de l'oropharynx. Donc ça fait partie du groupe numéro 1, disons, des cancers qui touchent l'oropharynx. Et bien sûr, les cancers qui touchent l'oropharynx sont multiples. Il y a les cancers qui touchent les amygdales, tout ce qui se trouve au niveau de l'oropharynx, les amygdales, même la base de la langue, elle fait partie de l'oropharynx, le voile du palais, c'est-à-dire on a le voile osseux, ensuite on a le voile mou, le voile du palais, et bien sûr la paroi postérieure de l'oropharynx, c'est généralement une paroi musculaire. Les cancers de la cavité buccale, c'est celles qui touchent généralement principalement la langue. Donc les cancers de la langue, on a abordé le cancer de la langue dans une vidéo, d'accord. Sauf la base, bien sûr, la base elle est comptée avec l'oropharynx. Ça c'est le groupe numéro 1. Groupe numéro 2, c'est les cancers qui vont toucher les fosses nasales et même les cavités naso-sinusiennes. Là, on peut retrouver des carcinomes épidermoïdes, on peut retrouver des adénocarcinomes, mais généralement, on a un facteur de risque qui est majeur, c'est poussière de bois. C'est une maladie, disons, professionnelle, et avec l'adénocarcinome des fosses nasales. L'adénocarcinome de l'ethmoïde, rappelez ça très bien, l'adénocarcinome de l'ethmoïde peut être en rapport comme facteur de risque poussière de bois. Maintenant, le troisième groupe, c'est le groupe de cancer du nasopharynx, c'est le cavum, c'est le cancer du cavum. On a abordé le cancer du cavum. On a parlé du cancer du cavum dans une vidéo précédente, n'hésite pas surtout à la consulter. Maintenant, le type histologique le plus fréquent, c'est comme le premier groupe, c'est les carcinomes épidermoïdes. Et les facteurs de risque, retenez ça très bien, c'est le BV. Il y a certains facteurs génétiques, il y a certains facteurs nutritionnels, mais on a déjà dit que le virus EBV, il est impliqué beaucoup plus dans la genèse de ce type du cancer, c'est le cancer du nasopharynx. Et retenez ça très bien, que l'alcool et le tabac, jusqu'à maintenant, n'ont pas prouvé qu'ils ont un rôle dans la genèse de ce type de cancer. Donc il n'y a pas l'intervention de l'alcool et du tabac. Vous comprenez bien que les facteurs de risque et le type histologique le plus fréquent, donc diffèrent en fonction du groupe. Dans ce cours, on va aborder le cancer de l'amygdale, qui fait partie des cancers de l'oropharynx, d'accord. Et donc, on comprend très bien que le type le plus fréquent des cancers de l'amygdale, c'est bien le carcinome épidermoïde. Et voici les facteurs de risque, c'est principalement le tabac, l'alcool, l'HPV et mauvaise hygiène bucco-dentaire. Donc, qui dit cancer, ça veut dire que c'est un processus néoplasique, c'est-à-dire que c'est une prolifération, disons, maligne. On exclut par le mot cancer toutes les proliférations bénignes de cette définition.
Donc c'est juste, ça ne concerne que les proliférations néoplasiques d'origine maligne, développées bien sûr au niveau des éléments constitutifs de l'amygdale, c'est-à-dire à partir du tissu qui constitue l'amygdale, ou bien le pilier antérieur ou postérieur. Voici le pilier antérieur et postérieur. Voici les amygdales. Voici les amygdales. Ça, c'est le pilier antérieur. Ça, c'est le pilier postérieur. Tous les éléments ou toutes les proliférations malignes, désolé, qui peuvent se développer à ce niveau-là sont appelés cancers de l'amygdale. Comme on a déjà dit, il s'agit le plus souvent de carcinome épidermoïde, mais bien sûr, ça n'empêche pas qu'on peut retrouver d'autres types histologiques, notamment les lymphomes, etc. Épidémiologie, fréquence, les carcinomes de la région amygdalienne sont les plus fréquents des cancers des voies aérodigestives. Bien sûr, l'âge entre 50 et 70 ans, avec une nette prédominance masculine. Et bien sûr, les facteurs de risque, c'est comme les facteurs de risque qui sont communs aux facteurs de risque des cancers de la cavité buccale et même l'oropharynx et le larynx, c'est bien l'éthylisme, le tabagisme, mauvaise hygiène bucco-dentaire, le tabac et les infections virales, notamment papilloma HPV. C'est juste les types oncogènes, disons, de ce virus qui peuvent générer ces néoplasies malignes, notamment le 16 et le 18. Ce sont les types oncogènes les plus connus. Voilà. Maintenant qu'on rappelle anatomique, l'amygdale est une formation lymphoïde, c'est-à-dire c'est un tissu lymphoïde, ça fait partie des tissus lymphoïdes secondaires. C'est l'un des éléments de l'anneau de Waldeyer, on a déjà détaillé l'anneau de Waldeyer, situé dans une loge amygdalienne entre le pilier antérieur et postérieur. Donc, il se situe au niveau de l'oropharynx. Voici les amygdales. Une photo encore plus claire. Voici les amygdales qu'on parle. Maintenant, ce cancer sur le plan anatomopathologique, donc sur le plan macroscopique, c'est-à-dire ce qu'on voit à l'œil nu, donc c'est un aspect qui est bourgeonnant. Généralement, les proliférations malignes ont un aspect généralement bourgeonnant avec des ulcérations. D'accord? Les proliférations bénignes, généralement, je dis bien généralement, parce qu'on ne fait pas d'exception. Donc, généralement, les proliférations bénignes, on ne retrouve pas ces structures qui font nous penser à la malignité, c'est-à-dire les proliférations bourgeonnantes, les proliférations qui comportent des ulcères, etc. D'accord? Il peut être également sous forme d'une grosse amygdale en cas de lymphome. Donc, il peut prendre naissance soit à partir de l'amygdale elle-même ou à partir des piliers antérieurs ou postérieurs. Bien sûr, sur le plan microscopique, c'est-à-dire le type histologique, on a déjà dit que les carcinomes épidermoïdes sont de loin les plus fréquents, de différents degrés de différenciation. Donc, on peut retrouver les carcinomes moins différenciés jusqu'aux carcinomes qui sont beaucoup plus différenciés. Ça n'empêche pas qu'on peut retrouver les lymphomes malignes non-hodgkiniens, les lymphomes non-hodgkiniens, d'accord. Les autres types sont bien sûr moins fréquents. En ce qui concerne le type de description, donc dans le cas où on a un cancer de l'amygdale, donc les circonstances de découverte sont multiples. Ainsi, les circonstances de découverte les plus fréquentes, les circonstances de découverte les plus fréquentes, c'est la gêne à la déglutition. Retenez ça très bien parce que il est situé dans la voie où les aliments passent, c'est-à-dire où on a un processus néoplasique qui est à partir des amygdales, on aura l'augmentation de leur volume. Et l'augmentation de leur volume gêne le passage des aliments. Et ça va se traduire par une gêne à la déglutition. Retenez ça, la gêne, elle est généralement unilatérale parce que ça touche une des amygdales. D'accord ? Donc, elle est généralement unilatérale, rarement bilatérale, mimant une angine, une odynophagie, c'est-à-dire une déglutition qui est douloureuse, odyno, c'est-à-dire douleur. Donc, une odynophagie, une déglutition, elle peut être douloureuse, voire une otalgie unilatérale. L'otalgie unilatérale, ça ne signifie pas qu'il y a une pathologie au niveau de l'oreille, mais beaucoup plus, c'est une douleur qui est, disons, réflexe. Donc, c'est une douleur qui est réflexe, un lymphytide, cyalorragie, donc la tumeur peut saigner dans la cavité buccale, voie amygdalienne, adénopathie révélatrice dans le tiers des cas.
adénopathie révélatrice dans le tiers des cas. Donc ça peut, le cancer peut être révélé par une extension vers les ganglions régionaux par adénopathie révélatrice. L'unilatéralité, remarquez, l'unilatéralité et la persistance des signes doivent faire évoquer le diagnostic de malignité. Maintenant, pour l'examen clinique, l'examen de l'oropharynx, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, elle peut être gênée par un trismus. Le trismus, c'est quand les muscles masticateurs sont touchés par la prolifération maligne, et donc on aura une gêne à l'ouverture buccale. C'est ça le trismus. Donc, l'inspection peut décrire l'aspect macroscopique de la lésion, ce qu'on voit à l'œil nu. Donc, on peut voir des bourgeonnements, ulcérations, voir un aspect qui est mixte. D'accord? Donc, la palpation protéger lésions saignantes au contact. Donc, on a le caractère déjà saignant au contact, douloureuse au toucher. Elle apprécie l'induration, sa taille, sa profondeur. Bien sûr, on peut faire comme examen la laryngoscopie indirecte, surtout l'examen endoscopique pharyngolaryngé. C'est surtout la pont-endoscopie. C'est-à-dire qu'on va rentrer par la pont-endoscopie. Elle visualise toutes les parties de l'oropharynx, toutes les parties du pharynx. Que ce soit le nasopharynx, que ce soit l'oropharynx, que ce soit l'hypopharynx. C'est pour confirmer le diagnostic, c'est pour faire des biopsies pour confirmer le diagnostic, parce qu'en cas de prolifération maligne, le diagnostic de certitude, c'est le diagnostic histologique pour définir la malignité et le type histologique précis de la prolifération et pour voir l'extension aux différentes parties du pharynx. C'est la pont-endoscopie. Très bien. On peut palper les aires ganglionnaires bilatérales à la recherche d'adénopathie. Donc voici, cancer de l'amygdale, vous voyez le caractère unilatéral. Gauche. Maintenant, ce qui concerne les examens paracliniques, on a déjà dit que la biopsie, elle est indispensable pour confirmer le diagnostic histologique. Elle est indispensable. Pour dire que c'est une prolifération maligne, ni l'inspection, ni la palpation, ni les caractères de malignité vont nous permettre de confirmer la nature maligne de la tumeur. Il faut une étude histologique. Bien sûr, cytoponction de l'adénopathie satellite, si elle existe, là c'est une étude cytologique. C'est un bilan d'orientation, ce n'est pas un bilan de certitude. Le bilan de certitude, c'est l'histologie. Comme on l'a déjà dit, la pont-endoscopie, toujours sous anesthésie générale, elle permet de faire des biopsies dans un premier temps pour faire un examen anatomopathologique. Et bien sûr, pour rechercher l'extension locorégionale ou à la recherche d'autres localisations, soit le larynx, soit la bouche œsophagienne, soit la base de la langue, etc. Maintenant, on a confirmé le diagnostic. Maintenant, c'est bon, on a confirmé le diagnostic, on a posé le diagnostic du cancer de l'amygdale. On a précisé le type histologique qui est le type le plus fréquent, c'est le carcinome épidermoïde. Maintenant, on doit chercher l'extension, parce que l'extension est indispensable pour décider la latitude thérapeutique. Maintenant, pour le bilan d'extension, l'extension locorégionale, la TDM, donc elle est indispensable pour le bilan d'extension, surtout osseux, vers le mandibule, la base du crâne, donc TDM, et dans un moindre degré, l'IRM, meilleur examen pour l'exploration de l'oropharynx, et permet aussi de faire un bilan d'extension locorégionale. Maintenant, c'est l'extension locorégionale, c'est-à-dire juste dans la région. Maintenant, l'extension à distance, il faut savoir que le cancer de l'amygdale, c'est un cancer qui est très lymphophile. Ça veut dire qu'il peut donner des métastases ganglionnaires et même des métastases à distance, notamment le foie, notamment le cerveau, notamment l'os. Et donc, on doit faire un scanner thoraco-abdominal, même le poumon. Hein. Donc, scanner thoraco-abdominopelvien à la recherche de localisation secondaire métastasique et même la scintigraphie osseuse à la recherche de localisation osseuse. Donc, ce sont des cancers très lympophiles. Ils peuvent donner des métastases à distance, notamment le cerveau, notamment le foie, notamment le poumon et notamment l'os. D'accord? Très bien. Maintenant, pour la classification, c'est purement une classification à apprendre par cœur. Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien quelque chose à comprendre. C'est la classification TNM basée sur T, la taille de la tumeur, N, node, c'est-à-dire les ganglions lymphatiques, et M pour les métastases. D'accord? Donc, T1, il y a le stade TIS, c'est-à-dire in situ, c'est-à-dire intraépithélial, qui ne dépasse pas la membrane basale. D'accord? T1, c'est une tumeur moins de 2 cm, donc inférieure ou égale à 2 cm.
T2 entre 2 et 4, T3 supérieur ou égal à 4 mais reste limité à l'oropharynx, et T4 si on a des métastases à distance, on ne dit pas des métastases, c'est une extension disons locorégionale, étendue à l'os, muscle ou la peau. 1-0 pas de métastase, 1-1 homolatéral unique inférieur à 3, 1-2A unique homolatéral entre 3 et 6, 2B ganglion multiple homolatéral inférieur à 6, 2C ganglion multiple bilatéral ou contralatéral inférieur à 6 et 1-3 ganglion supérieur à 6 cm. C'est une classification à apprendre par cœur. Bien sûr, elle peut faire le sujet dans un cas clinique. Ils peuvent vous donner la description de la prolifération de la tumeur, la taille, etc. Ils vous demander de classer la tumeur sur une classification de TNF. Donc, c'est une classification absolument à ne pas ignorer et à apprendre par cœur. 1-0, pas de métastase. 1-1, il existe des métastases. Maintenant, je rappelle ça très bien, le diagnostic positif, donc le diagnostic positif de certitude dépend de la biopsie amygdalienne pour étude anatomopathologique, indispensable au diagnostic. C'est le seul examen paraclinique de certitude. Maintenant, son traitement, quelle est l'évolution de la tumeur? Donc, son traitement, vous comprenez bien qu'elle ne cesse pas d'augmenter de taille. Parce que c'est une prolifération, division anarchique tumorale des cellules et elle est unstoppable en anglais, d'accord, son traitement. Et donc, la tumeur finit pour déborder les limites de l'amygdale, c'est-à-dire elle peut toucher d'autres structures, notamment voisines, et même donner des métastases à distance. Donc, en bas, elle touche la paroi pharyngée latérale, elle peut toucher même, tant qu'on est dans l'oropharynx, donc elle peut descendre vers l'hypopharynx. Et tant qu'on est dans l'hypopharynx, on peut toucher la bouche œsophagienne. En dehors, ça peut toucher le plan musculaire, notamment elle peut toucher les muscles masticateurs. Donc elle peut donner un trismus, c'est-à-dire gêne à l'ouverture de la bouche. Elle peut toucher le voile du palais, le palais dur et le palais mou. En dedans, base de la langue, vous comprenez très bien, en dedans, c'est-à-dire elle peut toucher la base de la langue, et à distance, elle peut donner des métastases, surtout pulmonaires, surtout osseuses et surtout hépatiques. C'est l'intérêt de l'examen TDM thoraco-abdominopelvien à la recherche de localisation métastasique et même la scintigraphie osseuse à la recherche de localisation métastasique vers l'os. Pour le bilan préthérapeutique, on doit faire une panoramique dentaire et soins dentaires. Pourquoi? Parce que la radiothérapie, généralement, elle affecte les dents. Donc, on doit extraire dans un premier temps toutes les dents qui sont malades. Et dans un deuxième temps, on doit protéger les dents qui sont saines. Sinon, on aura, par la radiothérapie, l'irradiation de la zone, on peut arriver vers un déchaussement des dents, vers des caries des dents, vers un tableau de nécrose mandibulaire, etc. Appréciation de l'état général, rechercher les contre-indications à la chimiothérapie et à la chirurgie, ça c'est toujours. Bilan biologique complet avec un bilan nutritionnel. Maintenant, un mot sur le traitement. Il faut comprendre que le traitement de choix, c'est la chirurgie associée à la chimio ou à la radiothérapie. C'est le traitement de choix. Donc, on peut faire une chirurgie. Ça, c'est les bases du traitement. La radiothérapie et la chimiothérapie. Bien sûr, si on a des ganglions, on peut faire un curage ganglionnaire. C'est selon le nombre de ganglions touchés. Et bien sûr, sur les métastases, dans le cas de lésions uniques, pulmonaires ou hépatiques. On ne peut pas faire des chirurgies. Ça, c'est une information qui est connue par tout le monde, même en gastrologie. On ne peut pas faire des chirurgies sur des métastases qui sont multiples. C'est pas logique. On fait une chimiothérapie sur les métastases qui sont multiples. Et donc la chirurgie, elle est limitée seulement dans le cas de lésion qui est unique, soit pulmonaire, soit hépatique. Maintenant, le deuxième arme thérapeutique, c'est la radiothérapie. Et le troisième, c'est la chimiothérapie. Maintenant, le traitement de choix, ça dépend bien sûr selon le stade de la tumeur. C'est ça l'intérêt de la classification TNM. Maintenant, en cas de T1, T2, chirurgie radiothérapie, T3, chirurgie radicale et radiothérapie, d'accord, ou bien chirurgie elle est suivie de radiochimiothérapie, d'accord. T4, tant qu'on a des métastases, traitement palliatif, car à ce stade, la tumeur est très étendue, donc elle a donné déjà malheureusement des métastases.
La surveillance, revoir le malade tous les 3 mois pendant 2 ans, puis tous 6 mois pendant 5 ans, à la recherche d'une récidive ou d'une localisation secondaire, passée inaperçue ou bien une métastase, surtout pulmonaire. La survie, elle est de 40% à 5 ans. C'est le tout pour ce cours. Vous avez remarqué que c'est un cours qui est très léger. On a abordé les bases de ce cours, les informations les plus essentielles. Gardez en tête que le traitement de choix, c'est selon le stade, mais c'est généralement une chirurgie associée à une chimie ou une radiothérapie. J'espère que ce cours a été bénéfique pour vous. Mettez un petit like et à la prochaine.